Homonculus. De la chaîne Crips Mac Pasta. Je ne dirais pas qu'on était maléfiques. Juste des gamins de 18 ans un peu trop sur d'eux, qui s'ennuyaient en première année de fac. Derek et moi, on restait surtout entre nous. On n'était pas des sportifs, ni des mecs de fraternité. On aimait juste emmerder les gens. Et Jérémy, c'était facile. Il s'asseyait toujours au premier rang en cours, prenait des notes impeccables, ne parlait à personne. Littéralement, pas une fois je ne l'ai entendu faire la conversation, même avec un prof. Il entrait, le regard droit devant, avec son petit carnet en cuir bizarre, sans téléphone ni écouteur. Qui fait ça? On aurait dit qu'il jouait le rôle d'un étudiant modèle des années 50. Et puis, il y avait un truc chez lui qui dérangeait les gens. Pas qu'il le disait à voix haute, mais tout le monde savait qu'il était différent. Comme s'il comprenait pas comment les autres fonctionnaient. L'ironie, il captait pas. Les blagues, il réagissait jamais. Si tu le bousculais dans le couloir et que tu disais « désolé », il te fixait comme s'il essayait de deviner à quelle espèce tu appartenais. Et il était riche. Ce qui n'aidait pas. Ses parents possédaient Hartley Biologics, un énorme labo pharmaceutique qui finançait la moitié des bourses du campus. Et il y avait des panneaux partout en ville avec des bébés souriants et des médecins rayonnants, une police blanche bien nette, un éclairage doux, de la molécule au miracle. C'était ça, leur catchphrase. Mais Jérémy n'agissait pas comme un gosse de riche. Pas de fringues tape à l'œil, pas de voiture, il portait presque tous les jours le même sweat marron défoncé. Derek et moi, on a commencé petit. Des conneries. On échangeait ses stylos, on planquait son sac pendant le déjeuner, on l'appelait par des surnoms bizarres et gênants. Mais il répondait jamais. Il nous regardait même pas la moitié du temps. Il continuait juste à marcher, son carnet serré contre la poitrine, comme s'il valait plus que sa colonne vertébrale. Et ça énervait Derek, plus que tout. La façon dont Jérémy agissait comme si on n'existait même pas. C'est Derek qui a eu l'idée de fouiller dans son casier. Il disait que c'était un service public, peu importe ce que ça voulait dire. En vrai, on s'ennuyait juste entre deux cours, et Jérémy disparaissait toujours pendant le déjeuner, probablement planqué quelque part avec son foutu carnet, en train de griffonner des équations ou de dessiner des symboles d'alchimie ou je ne sais quoi d'autre. Les casiers n'étaient même pas verrouillés. C'étaient ces vieux modèles en métal avec une boucle pour cadenas, mais la plupart utilisaient juste le loquet intégré. Celui de Jérémy était fermé avec une gomme, comme s'il pensait vraiment que ça allait empêcher quelqu'un d'ouvrir. Derek l'a ouvert d'un seul coup sec. À l'intérieur, des livres empilés parfaitement, des carnets, quelques barres protéinées dans un sac Ziploc. Pas de déco, rien qui indique qu'un humain utilisait ce casier. On aurait dit un meuble de classement. Quel genre de taré garde un casier aussi propre? Il dort ici aussi ou quoi? L'avait dit Derek. C'est moi qui ai trouvé le papier, plié et coincé derrière un manuel. Au début, ça ressemblait à une liste de courses, mais en l'ouvrant, j'ai vu que c'était des instructions. Tournez à gauche à la Maison Rouge, entrez dans le boisé, marchez jusqu'à la clôture cassée, traversez le ruisseau, capuchon en bois, porte au nord. Juste ça. Et tout en bas, gribouillé plusieurs fois, n'oublie surtout pas. Derek s'est penché par-dessus mon épaule et a plissé les yeux. Mec, c'est quoi ce délire? Je t'avais dit qu'il cassait un truc. Derek a pris le papier et l'a tenu comme s'il était radioactif. Tu crois que c'est là où il va faire ses trucs de magicien? Qui sait ce que ce genre de mec fout dans sa cabane secrète au fond des bois? Sacré petit taré. On était encore en train de rigoler quand on est entré en cours de chimie. Jérémy était déjà là, premier rang comme toujours, en train d'écrire dans son affreux carnet marron. On s'est glissé sur la rangée juste derrière lui. « Hé, Jérémy, t'as rien oublié ?» Jérémy ne se retourna pas, il continuait d'écrire. J'ai tapoté le dossier de sa chaise avec mon pied.
On a trouvé tes instructions, mec. Tu sais, maison rouge, couture cassée, cabane secrète d'elfes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, ton cristal de lune? Il s'est figé. Son stylo s'est arrêté en plein trait. Ses épaules se sont raidies d'un coup. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment dire quelque chose. Derek s'est penché, en parlant un peu plus fort. « Qu'est-ce que t'as là-dedans de si important ?» Il a tendu la main et a arraché le carnet des mains de Jérémie. Ce dernier s'est retourné d'un coup, les yeux écarquillés. Alors qu'il tenta de marmonner un nom, Derek avait déjà ouvert le carnet. Il a feuilleté une page au hasard et a plissé les yeux. « Eh mec, c'est quoi ça ?» Ce homoncule montre du potentiel. Jérémie a hurlé. Pas crié, hurlé. Un hurlement aigu, perçant, comme si on venait de le brûler vif. Il s'est jeté sur Derek et a arraché le carnet de ses mains, si vite que le truc a failli se déchirer en deux. Derek a basculé en arrière et Jérémie a juste couru, hors de la pièce. Le carnet serré contre lui comme un animal blessé. Toute la salle s'est figée. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Jérémie venait, sans l'ombre d'un doute, nous humilier. Derek est resté assis une seconde, la mâchoire pendante. Puis il a cligné des yeux et a dit « Il a vraiment fait ça, là ? On a touché un nerf, on dirait. » Il m'a regardé puis a tourné les yeux vers la porte par laquelle Jérémie avait disparu. « Mec, je te dis, on va aller visiter sa planque, ce petit salaud. »« Quoi ? » ?»« Ouais, allons voir ce qu'il tient tant à nous cacher. » J'avais répondu avec assurance. La marche avait commencé facilement. Une fois qu'on avait repéré la maison rouge, une petite bâtisse trapue à la peinture écaillée et à la boîte aux lettres rouillées, on a tourné à gauche comme l'indiquaient les instructions, et on est entré dans le bois. Les branches s'entrecroisaient au-dessus de nos têtes, fines et cassantes. Le sol était humide, couvert de feuilles mortes et de brindilles brisées, ramollies par la décomposition. Il ne pleuvait pas, mais l'air était lourd d'humidité, froid aussi, un froid de début d'automne. On a suivi les instructions du mieux qu'on pouvait, entre mes souvenirs et les grognements de Derek. Le chemin devenait de plus en plus clair à mesure qu'on avançait. D'abord, je pensais qu'on faisait simplement un bon travail de filature, puis j'ai compris que le sol avait été piétiné, quelque chose où quelqu'un passait souvent par là. L'herbe était aplatie, pas d'empreintes fraîches, mais le passage était évident. Au bout de 15 minutes, on l'a vu à travers les arbres, la cabane. Elle se tenait tapie au bord d'une petite clairière, petite, vieille, un peu penchée, juste assez pour faire pencher la tête. Une seule fenêtre carrée à l'avant, couverte de crasse. Derek a ralenti derrière moi. « C'est là ? Tu vois une autre cabane dans le coin ?» La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée et les gonds gémit longuement. L'intérieur était sombre, pas de fenêtres sur les côtés ou alors elles étaient bloquées. Nous allumâmes les lampes torches de nos smartphones et nous sommes entrés dans la cabane. « Jérémie, t'es là ?» L'air sentait le rance. La cabane n'avait qu'une pièce, presque vide, une étagère en bois contre le mur de gauche garnie de quelques boîtes fermées. Un établi sous la fenêtre, rayé, taché, mais propre. Un vieil évier dans un coin, du genre à pompe manuelle. « Y a rien de bien marrant ici », grommela Derek. J'allais lui répondre quand mon faisceau s'est posé sur quelque chose au fond de la pièce. Un carré taillé dans le sol, à peine visible à la façon dont les planches étaient alignées, et une lourde trappe en fer incrustée, avec des charnières et une poignée encastrée. Je me suis approché. Il y avait des traces d'usure autour, quelques taches de terre et d'autres détails qui laissaient penser qu'elle était souvent utilisée. Derek s'est avancé et a sifflé doucement. « Eh ben c'est là que le show commence. » J'ai tiré la poignée et la porte s'est ouverte avec plus d'effort que je ne l'aurais cru. Mes bras tremblaient quand elle a finalement cédé. L'air qui en montait n'était pas mauvais, mais froid, sec, avec une faible odeur chimique que je ne pouvais pas identifier. On a regardé dans l'escalier étroit, bois au début, puis béton. Pas de rampe.
le faisceau de nos lampes atteignait à peine les dernières marches. Derek a hésité derrière moi. « Tu es sûr que c'est bien sa cabane ? Tu vas pas commencer à flipper maintenant. Tu vois à qui d'autre elle pourrait appartenir ?» Chaque marche grinçait et pliait sous mon poids. Une fois sur le béton, les bruits ont changé. Plus de gémissements de bois, mais des échos sourds. En bas, le couloir s'aplanissait. On s'est arrêté devant une porte en acier, haute et large, digne d'un bunker. Aucune inscription, juste un verrou transversal et une longue poignée horizontale. J'ai fait glisser le verrou, le métal a résisté, puis a scellé dans un grincement. « Jérémy, sors de là, espèce de taré !» Ma voix a résonné dans le couloir, puis silence. Pas de réponse. J'ai regardé Derek. Il m'a juste renvoyé un haussement d'épaule et une expression idiote. J'ai saisi la poignée et tiré. L'espace derrière n'était pas grand, mais dense. 4 mètres de large peut-être. Nos lampes ont balayé des surfaces froides, comptoirs en acier, carrelage rayé, étagères en métal, pleines de conteneurs, de flacons, de tubes en verre et de pinces. Rien n'avait l'air abandonné. Peu de poussière. Le sol était propre, et quelqu'un avait utilisé cet endroit récemment, peut-être même aujourd'hui. Il y avait 2 portes au fond de la pièce, simples, sans étiquette. Mon œil a été attiré par une rangée de cylindres en verre intégrés dans le mur latéral. Certains étaient vides, d'autres trop troubles pour y distinguer ce qu'il y avait dedans. L'un d'eux contenait quelque chose de pâle, ou peut-être juste des sédiments. Derek s'est approché. « C'est pas un labo, ça ?» ?»« On dirait bien, ouais. » Nous avons avancé, nos pas étouffés sur le carrelage, les faisceaux coupant à travers l'ombre, mais toujours aucun signe de Jérémy. On s'est approché des 2 portes. On a choisi celle de droite, qui n'était pas verrouillée. Juste une poignée à pousser. Les gonds ont protesté tandis qu'on l'ouvrait, et la lumière de nos lampes a inondé la pièce. Il faisait plus froid ici. Au centre, une table chirurgicale en acier inoxydable, inclinée légèrement, avec des sangles aux épaules et un drain sombre en dessous. Une serviette pliée reposait à côté, rigide, tachée de quelque chose de sec et de couleur brun-rouge. À ma gauche, un plateau d'instruments. Scalpel, pince, ciseaux, parfaitement rangés, tout propre. Des poches de perfusion pendaient d'un support en aluminium dans un coin. 2 pleines. Une autre effondrée sur le sol. Au-dessus, une lampe chirurgicale à 3 bras segmentés, figée en plein ajustement, pointée vers le bas comme si elle attendait quelqu'un. À ce stade, on savait tous les 2 qu'on n'avait rien à faire ici. Mais on était allé trop loin pour reculer. Aucun de nous ne voulait faire marche arrière. Derek s'est rapproché d'un tas de boîtes. Tes parents le laissent vraiment jouer au petit scientifique dans le bois ? On dirait plutôt un genre de jeu de rôle extrême. Mec, j'ai trop hâte de raconter ça à tout le monde. Surtout maintenant. Je me suis approché des boîtes à côté de lui. Du carton, tamponné en bleu. Hartley Biologics. Derek l'a vu aussi. Sa lampe a flotté sur le logo. Ok. On a bien la bonne personne. Il a ricané, un peu nerveux, puis s'est tourné vers le couloir. On va voir l'autre pièce. Il est peut-être là-bas. La deuxième porte était plus lourde. J'ai dû y mettre l'épaule pour la faire bouger. Les gonds ont gémi tout le long. On est entré. La première chose que j'ai remarquée, c'était la lueur. Un éclairage vert pâle qui émanait du mur du fond. Ça baignait toute la pièce dans une sorte de brume aquatique, avec des reflets mouvants, presque comme de l'eau. Des rangées de grands pots cylindriques tapissaient les murs, environ 2,50 m de haut par 60 cm de large. Chacun rempli d'un liquide épais, pas de l'eau. Quelque chose de plus lourd, légèrement visqueux, presque gélatineux dans sa façon de bouger. Les formes flottaient à l'intérieur, certaines petites et d'autres grandes, toutes indistinctes. Des silhouettes gonflées. Je ne savais pas si elles étaient vivantes ou juste suspendues là. Certaines étaient recroquevillées, d'autres pendaient, inertes. Quelques pods étaient vides, et l'un d'eux
était fissuré. Je me suis approché, observant la surface du liquide alors qu'il ondulait légèrement sous la lumière verte. Derek était resté silencieux derrière moi. Bon, ok, là ça ressemble plus trop à du jeu de rôle. Peut-être que ça appartient à ses parents? On ne l'avait pas entendu immédiatement. La pièce bourdonnait d'un bruit sourd, pas vraiment mécanique, plutôt le genre de son qu'émet un système encore en marche. Puis un frottement, tout au fond, juste au-delà de la dernière rangée de pods. Un bruit lent, comme si quelque chose glissait sur le sol, un mouvement mouillé, presque étouffé. Et nous nous sommes figés. Jérémy? On sait que t'es là, appela Derek, sa voix résonnant contre le métal et le verre. Et toujours pas de réponse. Mais le frottement continuait, comme s'il savait exactement où il allait, accompagné d'un bruissement humide. Quelque chose entre une respiration et une langue qui passe sur une surface. On a commencé à s'avancer, par pur orgueil, ou plutôt par stupidité. Nos lampes tremblaient un peu dans nos mains, et celle de Derek a vacillé puis s'est stabilisée. Le son était plus clair maintenant. On distinguait nettement des bruits de griffures, de léchage et de respiration. Je me suis arrêté. J'avais la gorge sèche. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Jérémy? Toujours rien. Mais le bruit, lui, ne cessait pas. Il approchait. Toujours, pas à pas. J'ai levé ma lampe un peu plus haut, la pointant vers l'arrière de la pièce, là où la lumière verte faiblissait. Et quelque chose bougea. Ça venait de derrière un des grands pods. Au début, je crus que c'était une personne accroupie rampant au sol. Puis ça s'est redressé. Ma lampe a capté toute la forme. Je me suis figé et la chose aussi. Elle se tenait debout, à peine. La colonne vertébrale courbée, forcée en un arc permanent. Les jambes trop longues articulées à la manière des chiens, des tendons apparents sous une peau fine, comme du papier. Les pieds étaient écartés, à 4 orteils, griffus, humains dans la forme, mais pas dans la fonction. Les bras pendaient bas, trop bas. Ils se terminaient par des griffes qui ressemblaient plus à des sabots fendus qu'à autre chose. La peau était inégale, grise tachetée de brun pâle, sèche par endroits, luisante ailleurs, comme si une partie avait séché alors que l'autre continuait à croître. Les touffes de poils rêches s'accrochaient à la nuque et à la colonne, en plaques clairsemées. Une épaule avait l'air presque normale, muscle humain avec une forme familière. L'autre, en revanche, était gonflé, boursouflé par des tissus asymétriques, une masse qui tirait légèrement à chaque mouvement. Le visage était pointu, allongé en un museau étroit, mais pas assez pour paraître animal. La peau y était tendue, presque translucide, tirée à l'extrême sur un crâne déformé. Les yeux étaient blancs, opaques, bordés de rouge et sans paupières. Puis la mâchoire s'ouvrit, pas vers le bas, mais vers l'extérieur. La peau autour de la bouche se fendit en 4 directions, révélant une gorge noire et des rangées de dents qui s'enroulaient vers l'intérieur au lieu de se courber vers le fond. Elle renifla l'air une fois, rapide, profondément. Puis elle nous fonça dessus. Derek hurla quand elle le percuta, le projetant en arrière contre une table. Il s'écrasa lourdement au sol, sa lampe roulant sur les carreaux. La chose se laissa tomber sur lui. Les mains frappaient le sol pour garder l'équilibre, la gueule ouverte au point de fendre la peau jusqu'aux commissures. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé la première chose que j'avais à portée de main, une barre métallique posée contre le mur, et je l'ai abattue sur le flanc de la créature. Le coup porta. Elle poussa un cri rauque, pas aigu, mais grave, guttural. Elle roula sur le côté et chancela, percutant un des pods en titubant. Le verre se fendilla, puis céda. Le liquide vert se répandit lentement sur le sol, épais et visqueux,
quelque chose en tomba avec un bruit lourd, pâle, recroquevillé et tremblant. On aurait dit un croisement entre un cerf et un humain. La chose tressaillit à nouveau puis se mit à ramper, les bras tirant maladroitement son corps, comme si elle n'avait aucune idée de comment ses articulations devaient fonctionner. Derek se releva tant bien que mal. Sa chemise était déchirée, son épaule en sang. On s'est tourné vers le couloir, mais un autre pod se fissura, puis un autre. Des toiles d'araignée, de fractures se dessinèrent dans les verres. L'un des petits explosa carrément, libérant une silhouette fine et rapide qui atterrit accroupie et tourna brusquement la tête vers nous. Puis, lorsqu'elle s'élança, nous nous enfuîmes. La première créature attrapa la cheville de Derek, manquant de le faire tomber. Je me suis retourné et je l'ai frappé son bras avec une barre, un coup sec. Et cette fois, elle ne cria pas, comme si elle s'habituait à la douleur. Derek se dégagea d'un coup de pied, et on s'est rué vers la sortie, renversant des plateaux, des chariots, tout ce qu'on pouvait trouver pour ralentir ceux qui nous suivaient. Derrière nous, un autre pod explosa. Plus de liquide, plus de mouvement. Derek trébucha en atteignant le bord de la pièce. Son pied s'accrocha à un câble ou à un tuyau, impossible à dire. Et il tomba de tout son long, les bras tendus pour amortir la chute. Je fis volte-face, saisis sa veste et commençai à le tirer vers le haut. Mais une des créatures était déjà là. Elle surgit du côté, rapide et basse, ses mains claquant sur le carrelage. Sa peau avait l'air tendue et cireuse, des touffes de cheveux fins poussaient en plaques irrégulières sur son crâne. Elle ne me regarda même pas. Elle attrapa simplement la jambe de Derek et commença à tirer par saccades brutales, comme un chien essayant d'arracher un membre. Derek résistait. J'ai laissé tomber la lampe, saisi la barre des deux mains et je l'ai abattue sur le bras de la créature. Elle ne lâcha pas. Elle siffla simplement, tournant lentement la tête vers moi, exhibant son rictus en gueule fendue. On était juste à côté de la porte. Je lâchai la barre, saisis Derek à deux bras, plantai mes talons au sol et tirai. On a bougé d'1 mètre, tout juste assez. J'ai lâché Derek, attrapé la porte et l'ai ouverte en grand. La créature ne lâchait toujours pas, alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai saisi le bord de la porte et je l'ai claqué sur son bras. 1 fois, 2 fois. Et à la 3e, j'ai senti quelque chose céder. Un craquement d'os et de cartilage. Elle poussa un râle gargouillant et se replia brusquement, reculant dans l'ombre à 4 pattes. Derek se glissa dehors et je le suivis, tirai la porte et la claquai derrière nous. Le verrou s'engagea tout juste avant que quelque chose ne frappe violemment de l'autre côté. On s'est mis à courir dans les escaliers, nos bottes claquant sur le béton, les poumons en feu. Derrière nous, ça tambourinait à nouveau, des coups sourds contre l'acier. Quand on a finalement émergé sur la route, le sol était presque couché. La lumière avait pris cette teinte étrange juste avant le crépuscule. Tout était lavé de gris. Les arbres projetaient de longues ombres sur l'asphalte. Je ne sentais plus mes jambes. Derek boitait, se tenant le flanc. On était couvert de terre, de sang et de quelque chose qui sentait le métal et l'aigre. On ne parlait pas. Il n'y avait rien à dire. Je ne savais même pas sur quelle route on était. Juste que ce n'était pas celle par laquelle on était venu. 100 mètres plus loin, une petite maison d'un étage se trouvait derrière une clôture en bois. Un homme tondait la pelouse avec une vieille tondeuse rouillée, et il s'arrêta quand il nous vit. Il ne bougea pas tout de suite, il nous fixa, puis éteignit la tondeuse et s'approcha. « Ça va les gars ? Venez ici, venez, venez. » Il nous fit entrer, nous installa à sa table de cuisine. L'endroit était propre, il sentait le café brûlé et le vieux bois. Il nous tendit une serviette, puis un téléphone. Quand la standardiste décrocha, je ne lui ai pas parlé des créatures. Je n'ai pas mentionné le liquide vert ni les gueules fendues. J'ai juste donné l'adresse. J'ai dit qu'on avait été attaqué et qu'il fallait envoyer quelqu'un au plus vite. Ils ont dit que l'aide arrivait. J'ai raccroché. J'ai enfin regardé Derek, qui tremblait toujours. Ils sont arrivés en moins d'1 heure, 2 voitures de patrouille d'abord, puis toute une équipe.
dès que les premiers agents ont vu l'état de l'endroit. On n'est pas retourné là-bas avec eux. Ils nous ont dit de rester où on était. Les ambulanciers nous ont auscultés pendant que d'autres voitures arrivaient, cette fois sans aucun gyrophare. Des véhicules banalisés. Plus tard, j'ai vu des images aux infos. Ils montraient la cabane de l'extérieur éclairée en bleu et rouge, des officiers allant et venant. Le présentateur parlait d'une découverte troublante et disait que les autorités enquêtaient sur un laboratoire de recherche non autorisé lié à Hartley Biologics. Mais ils n'ont pas montré le sous-sol. J'en ai entendu en parler encore une fois plus tard pendant les interrogatoires. La porte d'acier avait été forcée. À l'intérieur, ils avaient trouvé un laboratoire exactement comme on l'avait décrit. Table d'opération, matériel chirurgical et les pods brisés. Mais aucune créature. Ils nous ont interrogés pendant des heures, séparément, puis ensemble, puis encore séparément. Jusqu'à ce que quelqu'un confirme ce que nous savions tous déjà. Jérémy avait été arrêté cette nuit-là. Retrouvé chez lui, calme, coopératif, il a dit qu'il ne connaissait rien à propos d'une cabane. Il a été arrêté, mais aucune charge n'a tenu, et tout le monde savait pourquoi. Sa famille avait déjà commencé à contrôler le récit avant même le lever du soleil. J'ai passé un moment à l'hôpital, mais ils m'ont laissé sortir le lendemain. Pas de fracture, juste des bleus, une entaille au bras et une très légère commotion. Je suis sorti sur mes 2 jambes, mais je ne me sentais pas bien. Impossible de dire si c'était le choc ou autre chose. Je n'ai pas eu de nouvelles de Derek pendant plusieurs jours. Il était encore à l'hôpital. Plaie profonde, poignet fracturé, lésions nerveuses et une cheville en vrac. Il ne pouvait pas tenir debout sans aide. Il disait qu'il faudrait des mois pour qu'il remarche. Peut-être qu'il ne retrouverait jamais sa démarche normale. Je suis allé le voir une fois. Il ne m'a même pas regardé. Il fixait la fenêtre. Et il appuyait sur le bouton de morphine, encore et encore, même quand la dose était déjà atteinte. Je n'y suis jamais retourné. Quelques jours plus tard, un détective m'a appelé, celui qui m'avait interrogé la nuit de l'intervention. Il avait un ton sec, professionnel, presque épuisé. Il m'a dit que les charges contre Jérémy n'iraient pas plus loin. Sa famille avait déjà des avocats sur le pied de guerre. Il prétendait qu'on avait pénétré illégalement sur une propriété privée, agressé leur fils et vandalisé un site de recherche autorisé. Dans sa déclaration, Jérémy disait qu'il avait été ciblé, que nous étions jaloux et qu'on avait tout inventé. Le rapport officiel mentionnait des dommages structurels et des résidus chimiques, mais rien d'autre. Rien sur les pods, rien sur les corps, même pas un mot sur la porte de métal. Ils ont tout enterré.